pourquoi il va se suicider? Parce qu'on l'a trompé. Environ 280 millions de personnes souffrent de la dépression à l'échelle mondiale. Qu'on le veuille ou pas, émotionnellement, les femmes sont plus fragiles que les hommes. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, l'émission où on prend le temps de se parler vrai, sans masque et sans détour. Ici, chaque mot a sa place, chaque histoire mérite d'être racontée, chaque opinion compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous, la dépression. Je suis Armel Baumé, entrepreneur digital et passionné du sport. Je suis également e-commerçant spécialisé dans la vente des articles de sport. Je suis Aris Bonheur Torenou, entrepreneur, analyste financier et passionné de l'intelligence émotionnelle. Je suis Christelle Nimansou, coach de vie certifié, spécialiste des questions de blessures intérieures et de la dépression. Présidente de l'ONG Triomphe de l'Intérieur, une icône de la santé mentale au Bénin, promotrice du Congrès international de guérison intérieure et de bien-être mental. Je suis également la fondatrice du cabinet CG Consulting, un cabinet d'accompagnement en guérison intérieure et de la dépression situé à Kassato. Alors pour moi, la dépression, c'est une maladie grave. Environ 280 millions de personnes souffrent de la dépression à l'échelle mondiale. Et 800 000 personnes se suicident chaque année. Et l'une des premières causes du suicide, c'est la dépression. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré la dépression comme l'handicap numéro 1 au monde. Quand bien même ce n'est pas une maladie physique. Vous imaginez le degré de cette maladie. Et moi, je la définirais comme l'ensemble d'un nombre incalculable de blessures intérieures. Pourquoi? Ce n'est pas le jour où vous sentez que vous êtes dépressif, que vous êtes en dépression. Il y a eu des chocs émotionnels, des traumas, du stress trop élevé et tout cet ensemble, tout cet amalgame vous conduit à la dépression. Et j'irai loin pour dire que parfois on a tendance à confondre la dépression à la déprime. La déprime, c'est juste une tristesse passagère. Comparativement à la dépression, c'est une tristesse persistante, voire chronique. Et quand cette tristesse vous envahit, ça suit un certain nombre de choses. Et quand vous commencez à sentir que vous n'allez plus bien, vous ne savez pas ce que vous avez, vous n'arrivez plus à toucher du doigt ce qui vous faisait plaisir auparavant. Il y a tellement de choses. Et quand ça perdure pendant plus de 14 jours, sachez que officiellement, vous êtes en dépression. Donc c'est 14 jours. Oui, c'est après 14 jours. Minimum 14 jours. Minimum 14 jours. Donc si tu ne te sens pas bien, peut-être tu es là pendant 2-3 jours, ce n'est pas vraiment de la dépression. Non, ce n'est pas de la dépression. Il faut noter que la dépression, ça dure minimum 8 mois. Et il faut environ 1 an pour s'en remettre. C'est-à-dire que si je commence par sentir les symptômes de la dépression, j'ai une tristesse trop insistante, je n'arrive plus à manger ou j'ai envie de trop toucher à tout, du sucre, c'est de l'hyperphagie, ou parfois j'ai faim mais je n'ai pas envie de m'asseoir pour manger correctement, par exemple c'est la faim émotionnelle. Tout ça, ce sont des symptômes de la dépression. Et quand ce genre de truc perdure, ou j'ai de l'insomnie, ou par exemple je me réveille, je n'arrive plus à me concentrer à faire une chose, tout ça, quand ça perdure pendant plus de 14 jours, ça veut dire qu'il faut aller consulter un spécialiste de la chose. Pour le moment, on va laisser M. Bonheur nous donner son avis sur la définition de la dépression. Et surtout en Afrique, je ne sais pas s'il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépression en Afrique et en Europe? Ou c'est quand même la même chose? Bon, moi, je pense que c'est la même chose. La dépression, c'est la dépression. Nous sommes tous humains. Il n'y a pas de différence. Les organismes et les systèmes et le système humain restent pareils, en fait. Bon, pour définir la dépression de mon côté, je dirais juste que c'est, comme l'expert l'a dit, une accumulation d'émotions qui finit par noyer
la personne en question. Moi, par exemple, je dirais, si par exemple, j'accumule trop de tristesse, trop de frustration, trop de stress, que je n'arrive pas à évacuer ou que je n'arrive pas à gérer. Ça devient de trop. Et ça devient de trop et que je bafoue à chaque fois. Après, cela peut revenir sur moi comme dépression. Je dirais que c'est une dépression en ce moment parce que je ne comprends plus ce qui crée cela, mais que je vis juste l'émotion sur durée. Et il n'y a pas d'autres mots pour camoufler l'expression dépression selon vous? Parce qu'on sait tous que beaucoup de personnes n'assument pas vraiment qu'ils sont en dépression. Et peut-être qu'ils ressentent autre chose, mais c'est quand même de la dépression selon vous. Il y a bien d'autres mots. Par exemple, avant, il n'y avait pas la dépression. La dépression, ce n'est pas aujourd'hui que c'est sorti. Il y a plus de 40 ans, la dépression existe. Ils ont découvert la dépression. Et d'autres l'appellent la bile noire. D'autres l'appellent la bile noire. Il y a encore un autre nom qui m'échappe. Et les pensées morbides, ça doit être les deux choses-là. Mais ça ne me vient pas en tête actuellement. Si tu dis qu'on a découvert la dépression il y a 40 ans, Oui. ça veut dire que nos aïeux, avant, eux, ils n'étaient pas vraiment dépressifs. Ils ne souffraient pas de la dépression. Oui, c'était dépressif, mais ils ne savaient pas. En fait, la dépression a évolué au fil des années. Sinon, peut-être ils n'utilisaient pas le mot dépression avant. Ils n'utilisaient pas le mot dépression. Par exemple, je viens de parler de la bile noire. Il y a des personnes, avant, il y a certaines personnes qui l'utilisaient comme la bile noire. C'est un peu comme aujourd'hui. Il y a 5 ans, j'ai commencé, les gens disaient que la dépression n'existe pas, c'est chose des blancs. Aujourd'hui, je vois que la dépression est moins stigmatisée, par exemple. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de dire « je suis en dépression ». Et il y a d'autres même qui exagèrent parfois, qu'ils ont des symptômes qui ne sont même pas bien évalués, disent « je suis en dépression ». Alors que ce dont on parle même là, quand tu rentres dedans, ça te prend la tête jusqu'aux pieds, ça te fouette. Et tu as l'impression que tu es dans l'eau comme poisson et tu te cherches, tu ne te retrouves pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien, très bien. Voilà. Donc la dépression existe depuis le temps de nos aïeux, seulement qu'ils n'ont pas mis de mots exacts sur le truc. Ils ne l'ont pas assez expliqué. Non seulement ça, ils n'ont pas cru à la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens continuent de faire des recherches sur la dépression. L'OMS continue. Il y a l'école des États-Unis, l'ULM, qui continue de faire des recherches sur ça. Il y a des psychiatres qui continuent de faire des recherches sur ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à part les symptômes dont on parle, il y a bien d'autres symptômes que, en tant que spécialiste des questions de blessures intérieures, je peux énumérer. Seulement que ce n'est pas écrit quelque part de façon officielle. Mais étant dans le domaine, je sais que ça fait partie des choses qui ont créé la dépression chez IS. Et il faut également savoir, ou il faut également que nous comprenions qu'on doit arrêter d'utiliser la loi de cause à effet pour la dépression. Pourquoi? Loi de cause à effet, ça veut dire quoi? Ça, c'est un français. À expliquer un peu. La loi de cause à effet, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas quel exemple du maire. Je peux juste expliquer ce côté-là avant que vous ne puissiez continuer. Lorsqu'elle parle de la loi de cause à effet, c'est comme une manière de dire que on ne peut pas dire qu'à chaque fois, c'est telle cause qui produit tel effet. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est déprimé, c'est forcément parce qu'il y a eu tel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas de la mathématique. Merci, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Parce qu'avec la dépression, ça suit 3 phases. Il y a d'abord l'étape des chocs émotionnels. Comme M. Bonheur vient de le dire, l'accumulation des frustrations, des humiliations, du stress chronique. Et quand vous accumulez tout ça, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un côté de vous qui est en train de partir. L'être humain est composé de corps, de l'esprit et de l'âme. Et à chaque fois que vous ressentez l'une de ces émotions, par exemple, à chaque fois que j'ai été humiliée, à chaque fois que j'ai été stressée de façon trop élevée, il y a l'hormone du stress qui est dégradé, le cortisol, qui n'est plus en place. Et ça crée quoi? Ça crée le déséquilibre hormonal. À partir de cet instant, moi, je vais me dire en tant qu'être humain,
Aujourd'hui, j'ai été tellement stressée. Ah, Dieu merci, je suis rentrée, ça va. Alors que non, il y a quelque chose en moi qui vient d'être touché. Et c'est plus profond, ce n'est pas physique pour que je puisse toucher du doigt. Quand je mets du sucre dans l'eau, ça se dissout. C'est exactement le même processus avec les émotions. Ok, si je comprends bien, le déséquilibre hormonal est l'une des causes de la dépression. Oui. À part cela, y a-t-il d'autres causes? Il y a bien d'autres causes. Permettez-moi de conclure ce que je disais. D'accord. Merci. Je disais que c'est comme le sucre dans l'eau, les émotions. Et à partir du moment où ces émotions dissoutent dans mon corps, ça impacte systématiquement, j'insiste sur le mot systématiquement mon âme. La dépression est une maladie de l'âme. Ça impacte systématiquement mon âme. Et à partir du moment où mon âme est touchée, vous allez constater par voie que du jour au lendemain, moi, en tant qu'être humain, peut-être que je commence à voir que je suis éteinte. Dans le milieu où je suis éteinte. Alors que c'est mon reflet à moi. Pourquoi? C'est à cause de ces émotions que j'ai laissé dissoudre en moi. Donc, si on veut dire, ça veut dire que c'est un truc peut-être qui commence depuis l'enfance, ou bien peut-être ça peut commencer même en étant jeune. Bien sûr. Donc, ça affecte les enfants, les jeunes et les grandes personnes. La dépression ne connaît pas d'âge, ni de classe sociale, ni de couleur. Classe sociale, même les riches aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, moi, je me dis, quelqu'un qui a l'argent, pourquoi il serait dépressif? Monsieur Bonnet. La dépression n'est pas, comme l'a dit l'espèce tout à l'heure, ce n'est pas dû à une seule chose. Ça peut être dû à une accumulation de stress, comme une accumulation de frustration. Quelqu'un qui a l'argent, on est d'accord que, par exemple, c'est soit un entrepreneur, soit un homme d'affaires, ou soit quelqu'un qui gère, par exemple, beaucoup de choses. Ça veut dire que cette personne gère beaucoup de stress. Je disais tantôt que lors de mes formations d'entrepreneuriat, je dis souvent que le pauvre a même moins de chance d'être dépressif que le riche. Pourquoi? Je m'explique. Être pauvre, ça ne s'apprend pas. En Afrique ici, hein? Oui, en Afrique. Être pauvre, ça ne s'apprend pas. C'est déjà un peu le quotidien de tout le monde. Et ça coûte cher. Ça coûte cher être pauvre, mais ça ne s'apprend pas. Mais richesse, vous savez que ça s'apprend. Savoir gérer les activités, savoir gérer les demandes des gens, savoir gérer le regard des gens, savoir gérer le jugement des gens. Parce que si vous êtes riche, vous êtes mis en lumière. Et lorsqu'on te met en lumière, c'est quelque chose. Tout le monde peut te juger, tout le monde peut te dire ce qu'ils ont envie de te dire. Là, le pauvre, le riche plutôt, il encaisse tellement de jugement, tellement de stress. D'accord? Et ce stress-là qu'il accumule est susceptible de le rendre dépressif. Ce qu'il est en train d'expliquer, on voit que quand les gens commencent par prier, on n'est pas prête à l'accepter automatiquement. Chez nous en Afrique, surtout, on n'est pas prête à accepter ça. C'est facile pour nous de faire des vœux urgences, mais on n'est pas prêt pour que les gens nous dépassent après. Et quand ce moment arrive, et quand la personne n'est pas dans le bon environnement, quand la personne n'a pas fait un travail de préparation, de suite après son succès au préalable, mais la personne peut mourir. La personne peut se suicider en un clin d'œil. Vous allez dire, mais elle vient d'avoir le succès, ce sont les temps du village. Quel temps du village? Mais ça peut être aussi... Attendez d'abord. Attendez. Là, on veut parler de spiritualité, mais on n'est pas encore à ce niveau. La personne peut se suicider parce que la personne, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ce qui peut être un succès pour vous n'est pas un succès pour l'autre. Par exemple, il y a des gens qui se donnent corps et âme juste pour avoir un mariage heureux. C'est leur succès à eux. Et par exemple, M. Bonheur, c'est peut-être son cas. C'est un exemple que je donne. D'accord? Et quand il aura un mariage parfait, les gens vont commencer par dire, oh, à quel moment lui, il s'est marié déjà? Qu'est-ce qu'il fait dans son couple comme ça? Pourquoi de là, il se bisoute autant? Tout ça, ça peut faire que, comme c'est un truc qu'il a voulu toute sa vie, ou c'est sur ça, il a mis tout son espoir. Le mot espoir, retenez. C'est sur ça, il a mis tout son espoir. Il peut claquer et partir. Ok, parce qu'il va se rendre compte que... Ça me rappelle un truc. Il fut un temps, et ils avaient fait une publication sur les réseaux. Et le gars s'était suicidé parce que sa copine l'avait trompé. Oui, et les gens, ça m'est pas venu. Les gens le jugeaient.
Mais moi aussi, je l'ai jugé. Je me suis dit, mais pourquoi il va se suicider parce qu'on l'a trompé? Moi, ça m'a pas. Trop facile. C'est pas facile. Mais vous pensez que c'est facile? Ou peut-être aussi c'est l'accumulation des gourmets qu'il a reçus. Non. Le mot facile que vous venez de dire, ça peut... Vous savez, quand une personne est à côté de vous et que la personne parle et que vous parlez, nous sommes en train de discuter ici aujourd'hui. Je ne connais pas votre parcours, je ne connais pas le parcours de M. Bonheur ni de M. Ahmed. D'accord? On est en train de parler de tout et de rien. Et quelqu'un donne son avis sur un de mes traumas dont je ne suis pas encore guérie. Je serai la voix pavaner dans le sujet et tout. Moi, je me dis, ah, c'est ça. Donc, si je leur avais expliqué, Il a dit, c'est trop facile. ils avaient dit, c'est trop facile. Si c'est facile, ça veut dire que je ne veux plus rien dans la vie. Mais je pars. Et la personne vous quitte et prépare son champ, c'est-à-dire son champ d'action de suicide. Elle peut mourir cette nuit. Vous n'allez jamais vous douter que c'est un truc. C'est pour dire quoi? Entre nous, jeunes, adultes, apprenons à bien choisir. Parfois, nous pouvons blesser quelqu'un sans le savoir. Pousser quelqu'un à se suicider sans même s'en rendre compte. Voilà. Et je peux demander comment la dépression se manifeste. Parce que vous avez dit préalablement qu'il faut 14 jours. Par exemple, moi, je peux rentrer dans ma chambre ce soir et m'enfermer, me mettre à pleurer et me relever le lendemain et dire à mes amis que voilà, hier j'étais dépressive et tout. Donc, c'était pas vraiment ça. Par exemple, ok, donc la manifestation dont toi tu parles, on peut déjà dire le fait de s'enfermer et de pleurer par exemple. Oui, moi, après, je pensais que m'enfermer, pleurer toute la nuit, Ça c'était... fait partie d'un des symptômes de la dépression. Moi, parfois, j'ai envie qu'on parle de la dépression en Afrique. J'ai envie de dire ça. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Moi, je suis d'accord. Par exemple, dans les autres pays, j'ai vu que quand tu es triste ou quand tu viens dans un restaurant, tu ne manges pas. Le serveur s'approche de toi pour dire. Il s'assoit comme un ami. Il te prête oreille. Il t'amène, c'est-à-dire à te sentir apaisé, même si tu n'as pas envie de dire ce que tu as. Ici, au Bénin. Ici, au Bénin. Attendez, je n'ai pas envie d'appeler le nom de certains lieux ici. Mais il y a des lieux spécifiques ici au Bénin. Si vous allez dans ces lieux, je vous jure, à 80%, ils sont tous des dépressifs. Ils sont tous des dépressifs dans ces lieux-là. Et ce sont des lieux privilégiés qui coûtent extrêmement cher, dont on appelle, c'est un lieu de luxe. Quand vous allez là-bas, il fume, il boit. Là n'est pas le souci. Vous allez penser que ce sont des gens qui sont au prime de leur vie, ils sont en train de s'enjailler. Ce sont des dépressifs. C'est un club de dépressifs non déclarés. C'est la vérité, je vous dis. Ils utilisent ça pour se consoler, c'est ça? Pour se consoler, et après, quand la musique s'éteint, chacun rentre et il faut voir leur état. Est-ce qu'on peut dire que la pression de la société, les coups qu'on reçoit en tant que garçon, par exemple, si on prend les hommes et les femmes aussi, aujourd'hui maintenant, je parle de coups, mais genre les ruptures amoureuses, quoi. Oui. On se donne sans pas gogo. C'est des temps. Et après, il y a aussi la pression des réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux aujourd'hui maintenant, on te dit que tel jeune a fait 1 million d'euros en 20 jours. Toi, en étant jeune dans ta chambre, tu te dis, tu regardes, tu dis, voilà, j'ai fait quoi de ma vie? Il y a, selon moi, qu'il y a aussi peut-être la pression familiale. Par exemple, dans les familles polygames, la pression où on compare celui-ci à celle-là et tout ça là. Déjà, pour répondre à ce que vous avez dit, vous avez touché beaucoup de points en même temps. Je vais commencer par le cas des ruptures amoureuses et prendre l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure. L'exemple du suicide, du jeune homme qui s'est suicidé parce que sa copine l'a laissé, l'a abandonné. Vous avez trouvé ça trop facile. Comment il a pu faire ça? L'expert, quand elle parlait tout à l'heure, elle a parlé de ce qui est l'espoir de quelqu'un. Vous voyez que c'est trop facile parce que vous ne savez pas quelle importance lui l'avait accordée à cette fille. Merci. Cette fille était en vrai sa vie. D'accord? Ce qui importe pour moi aujourd'hui peut ne rien valoir pour toi. Je prends un exemple banal. Actuellement, là où je suis, tu me voles de l'argent, c'est-à-dire tu rentres, tu arrives à avoir assez à mon compte bancaire, tu me vides tout ce que j'ai. Je te promets, je ne vais pas te pourchasser. La belle preuve, quelqu'un m'a volé de l'argent, il vit bien actuellement avec mon argent, je le regarde, je le dépasse tranquillement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il vaut le plus pour moi dans ma vie.
D'accord? Mais je suis sûr que la vision que mon entreprise suit actuellement, d'accord? Si cette personne s'attaque à mon entreprise, s'attaque à ma vision et à ma réputation, je vais considérer que cette personne essaie de me détruire. Est-ce que je serai prêt à faire pour me défendre? Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Donc, c'est une manière de vous dire ce qui est important pour chacun. On n'accorde pas, on ne donne pas le même crédit à chaque chose dans nos vies. Tu peux accorder de l'importance à ton physique au point où si quelqu'un te blesse, tu serais capable de le tuer. De la même manière, je peux tellement ne pas accorder de l'importance à mon physique que si on me blesse, je vais juste à l'hôpital, je dis bah, c'était une erreur. C'est pareil pour nos émotions. Un jeune peut tellement accorder de l'importance à sa vie de couple que sa vie de couple représente la seule chose qui lui apporte du confort, du réconfort, qui représente tout dans sa vie. Et le jour où cette jeune fille-là, ou ce jeune homme-là, l'abandonne dans des circonstances données, il est capable de se donner la mort parce qu'il est capable de se dire, qu'est-ce que j'ai à part ça? C'était l'espoir. Les gens disent souvent quelque chose et on dit que c'est un proverbe, mais moi je dis que c'est une phrase qui représente la vie en fait. On dit, tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. En réalité, c'est une grande vérité, ce n'est pas un proverbe. Lorsque tu éteins l'espoir de quelqu'un, tu l'as tué. Cette personne peut ne pas avoir le courage de se donner la mort automatiquement, mais elle va finir par mourir d'une manière ou d'une autre. Elle meurt debout avant même de passer à l'acte. Donc, lorsque par exemple, on parle de rupture amoureuse, ça crée des dépressions parce que ces jeunes-là ont un espoir donné, arrivent à placer leur espoir en une personne. Donc là, ça crée de la dépression. Les cas où vous ne voyez pas de la dépression dedans, les deux, ils n'étaient pas sérieux. Ou en réalité, non. Les deux, ils étaient... Sinon, si c'est juste une question de... Soit il y a le côté où les deux ne sont pas sérieux, ou il y a le côté où la personne qu'on a abandonnée est équilibrée psychologiquement. C'est-à-dire quoi? La personne n'a pas, par exemple, une situation familiale compliquée. C'est-à-dire, elle retrouve du réconfort entre ses frères, entre sa famille. La personne a une vie sociale à part cette relation-là. Elle a des amis à qui elle se confie, elle a des collègues, elle a des centres de jeu où elle va. D'accord? Donc, lorsque son amoureux la laisse tomber ou lui laisse tomber, la seule chose qu'elle peut faire ou qu'il peut faire, c'est peut-être déprimer une journée. C'est pour ça l'expert disait tout à l'heure qu'il y a de la déprime et il y a la dépression qui sont deux choses différentes. Je peux rentrer chez moi, dire merde, elle ne m'a pas fait ça, je pleure. Mais un ami m'appelle, m'invite à manger, j'y vais, je mange et je l'oublie. Est-ce que je le fais là-bas? J'ai déprimé un petit bout de temps. Et 3 jours plus tard, je la croise, je la salue, ça va. Je ne ressens plus rien pour elle, ça va. Ça, c'était juste un peu de déprime et ça passe. Mais la dépression, ce n'est pas seulement cette rupture-là, le truc, mais ce que cette personne-là qui vient de partir représentait. L'intéressé n'a pas de vie sociale, pas d'amis, pas de collègues. En tout cas, pas de personnes sur qui il peut compter. C'est-à-dire, à part cette dernière qui vient de partir là, tous les autres étaient des endroits où il encaisse des choses. La seule épaule sur laquelle il pouvait se reposer, c'était cette personne-là. Du jour au lendemain, cette personne ne s'en va. Il regarde derrière lui, il ne voit plus rien. Il a juste envie. Il n'a pas envie de retourner dans cette vie-là sans cette personne-là. Normal, il se suicide. Donc, ceci maintenant, on parlait de relation. Je veux ajouter quelque chose rapidement. Je veux dire tout rapidement. Ça explique le fait que, vous voyez, il y a des vieux, par exemple, si le mari meurt ou la femme meurt, vous allez voir quelques temps après, ça ne fait même pas de ça s'explique. La femme suit bien, l'homme suit aussi. Ça peut s'expliquer aussi. De façon naturelle, personne n'arrive plus à vivre sans l'autre. Exactement. Donc, c'est nous. Tu sais, avant, maintenant, on allait dire que peut-être c'est. Pas de sang. Ou bien peut-être c'est la tante du village qui a pris l'autre. C'est qu'on accuse trop les tantes. Vous accusez, au Bénin, vous accusez trop les tantes à tort. Moi, je trouve ça. Même pour la réussite des jeunes, vous accusez trop les tantes à tort. Sincèrement. Donc, ce sont des facteurs. Tout ce que vous n'arrivez pas à expliquer, on reporte ça sur la sorcellerie. Regardez, je vais vous donner un cas typique. Il y a une dame qui souffrait de la dépression depuis 20 ans. Au fait, elle ne savait pas qu'elle souffrait de la dépression. La dépression peut être aussi génétique. C'est une cliente. Genre, tu vas hériter ça de
Tes Bien parents. sûr, parents. bien sûr. C'est une cliente avec qui j'ai travaillé, elle est aux États-Unis. Sa soeur, elle Rentrons dans le est... vif du sujet. Et ils ont tout fait, ça n'allait pas. Elle est venue en Afrique, elle est camerounaise de base. Ils ont fait des rituels et tout pour dire que ça va marcher. Et puis c'est la soeur, elle est rentrée, le truc n'a pas marché. Sa soeur a dit, il y a telle époque, il y a une dame qui a travaillé avec moi. Et c'est ce que tu es en train de dire. J'ai l'impression que c'est dans notre famille. Va vers. Et si elle arrive à te trouver satisfaction, on saura que c'est dans notre famille le truc. Sa soeur est venue. Parler, c'était compliqué. Et figurez-vous qu'elle se faisait suivre par un psychologue depuis 8 ans. Je ne dénigre pas le travail des psychologues, s'il vous plaît. Je prends le cas pour dire ce que je veux dire. Et on a commencé à travailler en 3 mois. Même son physique a changé. Je vous dis, elle a une voiture, elle n'arrive plus à démarrer sa voiture. La dépression. Elle n'arrive plus à démarrer sa voiture. Elle a tellement mis son dévolu de colère sur ses enfants que son garçon de 19 ans a quitté. Ils sont en Allemagne. Vous savez que c'est facile au garçon de dire que sa maman la maltraite et tout, de quitter. Le garçon a quitté. Un jour, on était en appel et elle souriait. Le garçon a constaté que quand il est rentré, il est venu voir ses parents. La maison est rangée. Il y a très très longtemps, il a vu sa maman ranger une maison. En tout cas, sa maman être bien portante comme ça, porter un joli habit, ranger maison. Et on est en appel. Le gars n'a même pas fini, terminé, il reste derrière sa maman pour dire. Donc c'est vous qui avez fait ce travail. Il y a très très longtemps, j'ai vu ma mère sourire. Et c'est à cause d'elle que j'ai quitté la maison, elle n'a jamais su. Ça fait 20 ans de dépression. Son mari m'a dit, ce truc a amené même son mari à vouloir épouser une deuxième femme. Et si ce n'était pas là-bas, peut-être que ça aurait déjà eu. Ils sont venus au Bénin après cette guérison pour me voir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, le problème est là, c'est devant nous. Et on ne veut pas l'accepter. Et quand il y a un trop plein d'émotions, j'ai dit tout à l'heure que la dépression, c'est l'ensemble d'un nombre incalculable de blessures intérieures. Quand il y a un trop plein d'émotions, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, depuis le fond de votre maman, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, quand vous venez à l'âge adulte, il y a une petite situation. L'élément déclencheur qui déclenche, en fait, tout ce qu'il y a depuis l'enfance vous tombe dessus. Ou parfois, ça commence par tomber un peu à l'âge adolescent. Vous allez voir des enfants commencer par chercher l'amour chez les parents de leurs camarades et tout. Ou la petite fille commence par chercher l'amour de son papa chez son petit copain. Des trucs comme ça, ce sont des signaux d'alarme. Et une dame, une femme très belle, qui est devenue, comment je vais dire, une vieille chaussette, si je peux le dire ainsi, cette femme a retrouvé sa beauté. Elle a retrouvé la vie, en fait. Elle a retrouvé la vie. Elle a restauré sa vie de couple. Elle a retrouvé sa vie familiale avec ses enfants. Pourtant, on a dit que c'était la sorcellerie. Ils sont venus. Elle a quitté Allemagne pour venir au Cameroun pour faire ces trucs-là et tout. Rien n'a changé. Quand vous souffrez de la dépression et que vous êtes dans la dépression vraiment, la dépression est en 3 phases. Il y a la phase simple, la phase modérée et la phase sévère. Quand vous venez à la phase sévère, en fait, vous devenez imperméable. Tout ce qu'on dit, vous n'avez plus aucun espoir là. C'est-à-dire vous êtes face au désespoir total. Et vous êtes imperméable à tout changement. C'est-à-dire, vous voulez rester dans l'inconfort, avec la peur d'être jugé, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Vous vivez constamment avec cette peur-là et un stress post-traumatique. Donc, avant que la dépression ne... Si vous avez les moyens, faites tout pour ne pas venir à ce stade. Avant, C'est à ce stade que les gens commencent à avoir des idées suicidaires et plusieurs font des tentatives de suicide. Cette dame dont je parle, elle a plusieurs fois essayé de se suicider. Avant, moi, je me disais que ce sont les personnes hypersensibles et très, très empathiques que la dépression touchait le plus. Ça n'a rien à voir. Chacun d'entre nous est sensible à quelque chose. Seulement que nous ne sommes pas sensibles
à la même chose. Maintenant, à partir du moment, là où je suis, vous ne savez peut-être pas ce qui m'est sensible. Là où Monsieur Bonneuil, je ne sais pas ce qui lui est sensible. C'est comme il vient de décrire la situation du jeune homme tout à l'heure pour dire que c'était son seul espoir. Le jeune homme dont on parle, j'ai lu ses messages. Il a dit quelque part, tu étais tout ce qui me restait. Tu m'as traité, c'est comme si le gars donnait l'argent à la fille disait que c'était peu. Tu étais tout ce qui me restait. Je t'ai donné de l'argent, tu as dit que c'était peu. Et la relation dans laquelle la fille était partie, on la battait. Wow. Donc, lui, dans son message, je ne peux pas répéter tout, dans son message, ça dit qu'il a même, il a ressenti, il vivait plus la douleur de la fille, Qu'elle-même. plus qu'elle-même. Non seulement ça, à cela s'ajoute, si on était ensemble, tu es parti, je vais faire comment, je suis perdue. Il n'a plus de repères. Il n'a plus d'espoir. Vous savez, la dépression, je vais parler de la déception. La déception amoureuse peut amener quelqu'un à ne plus jamais se relever. Peut amener quelqu'un à perdre son avenir. Peut amener quelqu'un à se dire ou à ne plus vivre. Sachez donner un goût aux gens alors. J'ai une amie, elle a 44 ans. C'est une amie. Les circonstances dans lesquelles nous sommes connus a fait qu'on est amis. Elle a connu une déception amoureuse depuis ses 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, si tu parles de garçon, en fait, tu es un garçon, elle te voit. Mais si tu lui parles de relations amoureuses, elle devient hystérique, elle devient folle. Il ne veut plus avoir affaire. Elle est partie jusqu'à faire... en Égypte, ils font un truc traditionnel là, sur les émotions et tout. Elle est partie juste là-bas faire ça. Rien n'a changé. C'est pour dire quoi? Il y a un certain niveau de déception dans la vie. Et quand la personne que vous considérez, ce n'est pas la déception qui est le problème, mais qui émet l'action. C'est un peu comme tout le monde peut me faire quelque chose. Et quand ça vient d'Amel, je vais me dire, Amel, c'est lui qui va me faire ça. En fait, je ne peux pas accepter ça. Tu peux accepter ça de tout le monde. De tout le monde, sauf lui. Vous comprenez un peu? Et la dépression amoureuse, le chagrin d'amour, c'est un truc comme ça. Et quand ça vient d'une personne, et la personne, la relation, tu te vois être dedans. Tu te dis, lui, c'est mon épaule. Lui, je peux compter sur lui. Enfin, je trouve la personne avec qui je vais discuter. Et tu viens d'une famille où il n'y avait pas de l'amour. D'un foyer dégringolé où papa battait maman. En tout cas, il n'y avait pas de l'amour. Et cette personne t'offre de l'écoute seulement. Il devient ton Dieu sur terre. Et le jour, cette personne émet une petite action, genre soupçon, petite c'est déjà beaucoup, soupçon d'action qui t'amène dans ton passé, déjà là tu peux déprimer. Et c'est la manière dont la personne va te rassurer que tu vas te revenir à toi. Maintenant, si la personne, ton espoir tombe à l'eau. Tu tombes aussi. Tu tombes et tu as aussi. du mal à te relever. Et ça dépend des facteurs en place lors de ce choc émotionnel. C'est-à-dire que ça dépend de l'étape dans laquelle la personne est lors de ce choc émotionnel. On prend un exemple. C'était une journée où on lui a annoncé que son papa veut divorcer de sa maman, elle a perdu son boulot, son enfant peut-être est malade, elle cherche l'argent. Une ramassée ou bien un ramassé de trucs comme ça. Et la personne, elle a compté dire ça à la personne, c'est-à-dire son réconfort. Tout ça s'est passé, moi je vais lui parler à lui. Et le soir, le gars dit, je pense qu'on doit arrêter la relation. Le choc. Ça peut faire que si la personne ne se retrouve pas dans un bon environnement dans les médias, ou si la personne ne se retrouve pas à trouver quelque chose qui va l'occuper, ou si la personne ne se retrouve pas avec une passion, en tout cas quelque chose de l'immédiat, ça peut faire que la personne, pour se relever, ce sera difficile, ou la personne ne va plus jamais se relever. Je parle de déception amoureuse. Et parlons de déception amoureuse toujours. J'ai su dire quelque chose à mes gars. Je dis, lorsque vous êtes un homme et que vous sortez avec une femme et que ça avance à un niveau donné,
faites toujours l'effort de mesurer vos engagements. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis autant engagé qu'elle? Le jour où une femme te dit « tu es toute ma vie », ce n'est pas qu'une expression. Je suis très sérieux. Lorsque quelqu'un vous dit « tu es toute ma vie »,« je t'aime, tu es toute ma vie », lorsque ce n'est pas pareil pour toi, sache qu'il y a un travail psychologique que tu dois commencer à faire sur cette personne-là. C'est que cette personne est prête à s'abandonner pour toi. À ce niveau-là, lorsque vous êtes dans une relation, si vous êtes dans une relation où c'est mutuellement ça, c'est bien, c'est la meilleure relation qui puisse exister. Deux personnes qui se complètent. Mais lorsque tu remarques que ton engagement n'est pas à ce niveau, tu l'aimes certes, mais tu n'es pas encore à ce niveau, s'il te plaît, travaille sur elle pour qu'elle puisse avoir l'état psychologique qu'il faut. Dis-lui, écoute, si tu dis que je suis toute ta vie, et si je ne suis pas là, et si moi, par exemple, commence à lui donner des petits exemples. Et si par exemple, moi, j'ai une grande opportunité, je vois, tu vas devenir quoi? Je t'aime trop pour que tu fasses une rechute de maladie, moi je m'en vais. Commence à lui trouver des opportunités pour réduire l'attachement. Qu'elle soit attachée à d'autres choses, qu'elle t'aime certes, mais qu'elle soit attachée à d'autres choses. Parce que ce serait un crime de la rassurer, de la pousser à s'attacher beaucoup plus et après de la laisser tomber. Et c'est ce qu'on remarque bizarrement dans notre société aujourd'hui. Des jeunes hommes qui n'ont aucune notion de ces étapes psychologiques-là, mais qui ont un plaisir fou à rendre les femmes dépendantes émotionnellement. Et puis, ça, les femmes aussi font ça. Oui, les femmes aussi font ça. Mais là, maintenant, je m'appuie beaucoup plus sur les hommes parce que, qu'on le veuille ou pas, émotionnellement, les femmes sont plus fragiles que les hommes. Non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est ça? Ok, d'accord. Ok, au moins une chose sur laquelle on n'est pas d'accord. Émotionnellement, je trouve que, émotionnellement, je dis, les femmes sont plus faibles que les hommes. Parce qu'elles ont tendance, surtout quand on parle de relations amoureuses, lorsqu'elles se donnent à vouloir. Or, les hommes, j'ai tendance, bon, ça c'est selon moi, mes expériences, j'ai tendance à remarquer que si un homme est amoureux, peu importe comment, si une femme, si ça ne va pas, ils ont cette capacité-là de gérer ça seul, de fermer la porte. Vous connaissez Suspect 95? Vous parlez du même gourmet Parce que c'est une minorité, voilà. C'est une minorité. Vous parlez du même gourmet dont on parle. La proportion. Et c'est exactement la question que je voulais poser tout à l'heure. Oui. Je voulais demander, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en Afrique, on est assez, comment on l'appelle, éduqué ou bien on est résistant assez résistant à ça? Je vais vous expliquer. C'est de la résistance. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, l'enfant garçon en Afrique, on lui apprend dès le bas âge. On ne pleure pas. Est-ce que vous vous demandez où ces émotions impactent? Mais on ne pleure pas chez nous. Et on demande à la fille, à l'enfant fille, il faut tout accepter des autres. Écoutez ou observez. C'est aujourd'hui, il n'y a plus ça. Observez, vous allez constater que quand une fille commence à avoir des principes, des valeurs, dans un cocon familial, on dit que non, c'est l'homme qui doit faire ça. Toi, tu ne dois pas faire ça, tu dois éduquer. Une femme éduque, une femme fait ci. Et on apprend à la femme, à la fille, là, à tout accepter. À se soumettre à tout. À se soumettre à tout. Merci, c'est le mot. Qu'est-ce qui se passe? Quand la fille évolue, elle rentre dans une relation, pas exprès, une relation toxique. Pas toxique, une relation genre ping-pong. C'est toxique, mais je ne veux pas le mot toxique. Ping-pong, ça dit une relation où elle doit forcer les choses. Elle se dit, enfin, genre, ça veut dire qu'il m'aime, c'est pourquoi elle fait les choses comme ça. C'est-à-dire que la fille, elle souffre dans la relation, mais elle trouve des raisons pour justifier l'attitude de l'autre. Et écoutez, le garçon, lui, il se sent vénéré. Ils se sont vénéré. En tout cas, il se sent garçon. Je lui fais ça bien. Et ça, les femmes aiment. Et le garçon, même le garçon est ignorant de l'acte qu'il pose. Maintenant, vous venez de dire que ce n'est pas d'actualité ou bien quel mot vous avez utilisé chez les garçons. Oui, les garçons sont moins susceptibles. Les garçons pleurent, mais
ils ne pleurent pas comme nous les femmes. Parfois, parce que j'en connais qui pleurent plus que les femmes. Maintenant, pourquoi les garçons ont cette résistance à exprimer facilement leurs émotions? Ils se disent que je suis garçon, je ne dois pas pleurer. Et c'est dans ça que beaucoup d'entre vous, parmi peut-être les internautes, il y a vos papas qui se lèvent, pardon, et je toute la maison. Parce que le papa a envie de fuir, il est fatigué. Je ne parle pas d'un papa démissionnaire, s'il vous plaît. Je parle d'un papa qui est irresponsable, il fuit. Non, pas d'un irresponsable. Je ne suis même pas une casse. Okay. Je parle d'un papa qui assume bien son rôle de père et tout. Mais tellement il a emmagasiné de choses en lui, il n'a personne à qui parler. Il n'a pas de cercle à part sa femme et tout. Il se dit, ça, je ne peux pas lui en parler. Ça, je ne peux pas lui en parler. Et avec le temps, le monsieur accumule tellement de choses, il se dit, bon, il faut que je quitte ce milieu-là. Je ne sais pas où j'irai, mais il faut quand même que je quitte le milieu. C'est en ce moment on voit des papas comme ça. En ce moment-là, le papa va parler à qui? Il va trouver quelqu'un à qui parler. Quelqu'un pour lui masser les deuxième pieds. maîtresse. Je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il y a tous les hommes aussi emmagasinent des émotions. Seulement ça se matérialise d'une manière différente. D'une manière différente. Le processus de libération n'est pas comme pour nous. Par exemple, les hommes qui crient tout le temps, qui veulent montrer leur dominance, peut-être ça peut être. Ce sont des hommes malades, ceux-là. Ce sont des hommes qui ont des traumatismes. Ce sont des hommes. Moi, je dis même qu'un homme qui crie beaucoup, c'est un homme qui n'a pas confiance en lui. L'autorité, c'est pas ça. Hein. Mon chien peut me dire, je n'ai pas envie que tu partes là. Il n'a pas besoin de crier. C'est mon élément. La manière dont il a dit ça, moi, mais je sais, il n'a pas crié. Je sais que mon élément là ne veut pas que je... Si tu es obligé de crier tout le temps, de montrer, c'est dit forcément il y a un problème. Moi, perso, tu n'as pas un homme. C'est vrai qu'on ne crie pas. Non. Ah, on va faut crier. Non, l'autorité n'est pas... Si tu ne cries pas, toi, on va encore dire que toi-même, toi là, tous les types de femmes, non, tu ne cries pas. Non, les moi, je suis cris, pas d'accord. avant de dire quelque chose, il faut définir les choses. Crier, c'est quoi, normalement? Aller à haute voix, montrer. Tu essayes de montrer ton autorité. Ok, d'accord. La seconde question. Ce que tu essayes de montrer, c'est ce que tu n'as pas naturellement. Lorsque tu as une autorité naturelle, tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'es pas dans le D'accord. dans ce cas. C'est comme je disais tout à l'heure dans mon entreprise. Moi, je ne donne pas des ordres, je ne crie pas. Je ne dis pas pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous n'avez pas encore fait ci, pourquoi vous n'avez pas encore fait ci. Je sais que ma seule présence suffit pour qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas encore fait et qu'ils commencent à les faire. Et quand ce n'est pas faire, je t'appelle. Tu viens, je te dis, est-ce que ce que tu as fait là, c'est bien? Tu devrais faire sinon, tu l'as fait. Au lieu de te juger, je te pose des questions et je te dis, tu peux disposer. En même temps, il sait que je manifeste mon autorité sans crier. Et je sais que le jour où je suis amené à crier devant un employé, je sais que je viens de lui montrer ma faiblesse. Cet employé vient de prendre le dessus sur moi. Donc un homme qui crie sur sa femme, c'est que sa femme le domine. Excusez-moi. Mais c'est comme ça, moi je vois ça. C'est qu'il a manqué de force, il a manqué de... La situation lui échappe. La situation lui échappe. Parce que lorsque tu es un homme et que tu as confiance en toi, et que tu sais que ici c'est toi l'homme, en réalité, tu sais que en ta capacité d'homme, tu dois rassurer, tu dois prendre soin, et en plus de ça, c'est toi qui gouvernes. En réalité, tu n'as pas besoin de crier sur quelqu'un pour gouverner. Et si tu prends soin d'une femme, émotionnellement, physiquement, financièrement, je ne vois pas ce que tu vas lui dire de faire tout doucement et elle va discuter. Elle va te dire, je sors avec mes copines, tu vas lui dire, ce soir, j'ai pas envie que tu sortes. Tout ce qu'elle peut dire, c'est pourquoi? C'est tout ce qu'elle peut dire. Elle ne peut pas dire, non, moi je ne veux pas, ou non, moi je veux. Pourquoi? Et tu peux aussi dire, je vais t'expliquer après. Mais ne fais pas ça maintenant. Parce que déjà, si tu as su bien ton rôle d'homme, tu es déjà dans sa tête une personne plus sage, qui voit des choses qu'elle ne voit pas. Donc, si tu es un homme et tu n'arrives pas à te positionner à ce niveau-là, ça veut dire que déjà tu as raté un rôle. Et c'est le rôle-là que tu as raté qui te force à crier pour imposer ton autorité. Les vrais hommes sont calmes alors. Non, pas forcément. Pas forcément. Attendez, il y a quelque chose que vous avez dit. J'aimerais que vous insistiez un peu sur ça. Vous savez, attendez, vous savez, les hommes pensent que leur responsabilité se limite au financement.
aujourd'hui, surtout cette jeunesse, pense que Il faut donner l'argent à la femme, c'est tout. c'est beaucoup plus que ça. L'homme derrière une femme a un rôle psychologique, émotionnel et spirituel qui passe même avant le financement. Je vous assure. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas équilibrés. Désolé, je veux dire un truc. Attends. Merci beaucoup, Elédou. L'homme, tu as dit que l'homme a un rôle plus que ça à jouer. Tout à l'heure, on a dit que les hommes sont plus résistants, tu vois, que les femmes. Tu as refusé. J'ai refusé. Normalement- Attends que je finisse. Ok. Attends que je finisse. Derrière une femme, d'accord? Et quand la femme, c'est-à-dire que quand la femme est avec cet homme, quand le monsieur assume bien ses responsabilités-là, quand la femme est avec cet homme, il n'y a pas ce truc-là. En fait, every day, elle est en sécurité. Maintenant, quand cette femme se sent en sécurité comme ça, il n'y a pas ce que cet homme fera et la femme va juger. Je vous assure. C'est-à-dire, le monsieur installe un climat de confiance qui fait que même quand le monsieur ne va pas bien, le monsieur, sa femme devient systématiquement son épaule. Et vous allez voir ce genre de couple, c'est tellement équilibré que vous allez vous demander à un moment qui gouverne qui là-bas. Vous savez que c'est le monsieur qui est l'autorité, ben, c'est le mot qui dérange aujourd'hui encore. On ne va pas s'attarder sur ça, c'est pas le sujet. Mais il y aura une complicité et quand ça ne va pas, en fait, ils n'ont pas besoin du réconfort de l'extérieur. Pourquoi? Parce que le monsieur a su assister ou a su bien prendre ces responsabilités-là. Et la femme en retour a compris que je dois donner, sinon je me sens inutile. C'est instinctif, c'est systématique, je dois donner. Mais ce rôle, la femme aussi peut C'est jouer ça que ce je rôle viens de aussi. dire. C'est quand tu joues. Non, c'est pas Quand quand le l'autre va monsieur- jouer d'abord. La femme aussi peut jouer ce rôle peut-être psychologique. Attendez. Quand le rôle est bien joué, la femme atteint un niveau, elle a envie que son chéri lui dit, aujourd'hui je ne vais pas bien. Elle a envie d'entendre ça. Elle a envie d'entendre ça, donc elle n'a pas d'autre choix que de faire ça. Et le monsieur aussi ne lui laisse pas le choix, en fait, de... Je ne parle pas d'une relation toxique où le monsieur n'a pas envie que tu aies une vie épanouie. Non, c'est pas de ça. Hein. Et quand c'est bien joué, la Les deux femme... se connaissent correctement. Les deux se connaissent. Les deux savent que là, on ne rentre pas dans cette zone-là. Tu comprends un peu? Ce que je dis là, c'est tellement... Quand l'autre voit un trop signe, c'est déjà que pratique quelque chose ne marche pas. Quand il voit un signe, c'est que. pour- ah, ceci, Même là, avec un appel dans la voix ou une photo, l'autre sait que il y a un truc il y a un truc qui ne va pas, je te jure. Et c'est tellement pratique, c'est pas théorique ce que je dis, c'est pratique, c'est pratico-pratique. Tu vis la chose, tu es dedans. Et ça fait que, en fait, vous vous boostez tellement que il n'y a pas ce truc-là. C'est-à-dire que c'est comme si, genre, je trébuche en même temps là. Il y a la relève. Mais il y a un truc. Faut pas qu'on rentre trop dans la relation amoureuse et les gens vont penser que. Et qu'on oublie la dépression. Pourquoi les gens vont penser que c'est uniquement une déception amoureuse? Dans le j'ai posé la question au niveau de la pression sociale. Aujourd'hui, Exactement. c'est vrai que je parle uniquement des jeunes, mais ça affecte aussi peut-être les enfants aussi. Parce qu'on a des enfants qui réussissent, même à l'âge de 10 ans, on voit sur les réseaux sociaux, hein, on voit ils ont des milliers d'abonnés. Même 12 ans, j'ai 12 ans, tu vois. Donc, un enfant qui est à l'école, lui, avec ses parents, il voit un petit enfant là-bas, il peut aussi dire, ah, lui là, son enfant, Oui, il est il a déjà fait. star, tu vois. Et même les grandes personnes aussi, qui n'ont pas pu peut-être rien faire de leur vie, à un niveau donné, ils se rendent compte que peut-être il y a des amis, d'accord, qui ont le même âge qu'eux, avec qui ils ont fréquenté, peut-être qu'ils sont aujourd'hui ministres, cadres, mais en vrai, eux, ils n'ont pas pu vraiment tirer leur peine du jeu. Est-ce que ce ne sont pas des causes aussi de la dépression? Déjà, pour commencer, je dirais que lorsqu'on parle de l'influence sociale aujourd'hui, c'est cette pression-là que tout le monde reçoit, parce qu'il n'y a pas qu'une marge de personnes qui reçoivent ça. Que tu sois adolescent, jeune ou adulte, la pression n'est pas une personne. D'accord? Ça a, c'est, selon moi, un couteau à double couvercle. C'est-à-dire quoi? Ça a son impact positif et son impact négatif.
Mais l'impact négatif est beaucoup plus dense. Je vais prendre d'abord l'impact positif. L'impact positif, c'est que ça réveille plus d'un. Il y a des jeunes qui sont déjà dans l'opulence, qui se disent ça va. Parce que dans sa famille, par exemple, pour commencer à avoir l'argent, les gens sont riches à partir de 45 ans. Donc lui, tant qu'il n'a pas encore 45 ans, dans sa pauvreté, il ne considère pas qu'il est en train d'échouer. Il considère que c'est normal. D'accord? Super. C'est le processus. C'est le processus. Mais lorsque, par exemple, il croise des jeunes, des gens plus jeunes que lui, il a peut-être, disons, 22 ans, il trouve un jeune de 19 ans sur les réseaux sociaux qui est déjà multimillionnaire et qui travaille encore pour gagner plus de millions, et bien là, ça réveille quelque chose en lui. Ce truc-là que ça réveille en lui est dangereux. Dangereux en ce sens que là, on ne parle pas juste de motivation, on ne parle pas juste de quelque chose qui te pousse à l'action, mais on parle d'une frustration qui se met en action. Donc c'est la gestion de cette frustration-là maintenant qui va ordonner la suite des événements à venir. Est-ce que ça va le conduire à une dépression ou est-ce que ça va le conduire à une réussite? Et l'effet que cette pression sociale-là aura sur lui dépend de son état psychologique déjà. S'il est déjà d'une famille où il est équilibré psychologiquement, ce qui est rare de nos jours, s'il est équilibré psychologiquement, on lui a appris à connaître sa propre valeur, à savoir qu'il vaut, même si par exemple quelqu'un a des millions que lui n'a pas encore, ça ne veut pas dire que l'autre le dépasse, il peut quand même suivre sa propre route, son propre chemin et arriver à son objectif. S'il sait tout ça, on est d'accord que l'autre ne fera que le booster. Il va se dire, ce que je fais, je vais le faire encore un peu plus vite. Et je vais mettre tout ce qu'il faut à mon actif pour atteindre ça. Il va regarder ces jeunes-là pour pouvoir s'auto-booster. Mais s'il a grandi dans une famille où déjà on lui montrait qu'il était trop bête, qu'il ne valait rien, ben déjà c'est déjà un peu déplorable de voir les parents africains qui disent à leurs enfants, tu en vaux rien, tu vaux rien. Mais c'est très mauvais en fait. Déjà, c'est dans sa tête qu'il est incapable. Il avait déjà cette envie de prouver qu'il est capable. Ce n'est pas en lui, ce n'est pas quelque chose de normal, quoi. Maintenant, ajouter à ça, il tombe sur la pression sociale des plus jeunes que lui qui réussissent. En réalité, lui ne voit pas du boost ou quelque chose. Il voit un jeune qui lui dit encore, tu es incapable. Et ça, tu es un loser. Tu es incapable. Donc, imaginez un peu la situation psychologique de ce jeune-là. Il réfléchit à une manière de prouver déjà à sa société, à sa famille, qu'il vaut quelque chose et il n'y arrive pas. Parce que déjà, le développement personnel qu'il doit avoir pour pouvoir y arriver, on ne l'a pas aidé à avoir ce développement personnel-là. Donc il se perd et pendant qu'il se perd, un jeune de son âge vient lui montrer encore qu'il se perd encore plus. Et cette façon de s'enfoncer là, ça devient grave. Ce jeune, il est capable de foncer dans des vices bizarres. C'est-à-dire quoi? Il peut décider de devenir par exemple un cybercriminel juste pour avoir l'argent comme les autres, juste pour montrer que lui aussi il vaut quelque chose, qu'il n'est pas un loser. Il peut abandonner des projets qui sont des projets de vie très bien pour lui par exemple. Quelqu'un qui fréquente par exemple, il va bien à l'école, son objectif par exemple c'est de devenir ingénieur bâtiment par exemple. Il n'est pas meilleur, il n'est pas très bon à l'école, mais franchement c'est sa passion, il a envie de le faire. Et on voit un gourou sur les réseaux sociaux qui dit, si tu crois encore que l'école va te rendre riche, abandonne ça. Commence le trading, commence le e-commerce, sinon tu vas finir pauvre. Bon, le gars il entend ça, il se dit, mais attends. Oh, déjà ses parents lui ont dit, tu ne vaux rien. D'accord? Ce tu ne vaux rien se répète encore. Lui, ça veut dire que je ne vaux tellement rien que je suis sur le mauvais chemin. D'accord? Il commence à idolâtrer ces jeunes-là qu'il voit sur les réseaux sociaux et ça le conduit sur un très mauvais chemin. Parce que généralement, il ne montre pas. Il peut tenter aussi, ça va marcher. Il peut tenter, ça va marcher, mais je te dis que sur 100%, bon, je vais être très direct avec toi, sincèrement. Ceux qui ont cet état psychologique, quand ils tentent, ça ne marche pas. Et ça ne pourra pas marcher. Parce que déjà, son état psychologique n'est pas conditionné au succès. Ça ne peut pas se passer. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de chance dans ce genre de choses. Au moins que quelqu'un l'aide à ce moment-là. À moins que pendant ce moment-là, quelqu'un l'aide psychologiquement en même temps. Pour qu'il puisse se rendre compte du côté processus de la chose.
Par exemple, moi, je ne le dis pas assez, mais je suis très professionnel et j'aide aussi des gens, je forme aussi des gens. Mais lorsqu'un jeune vient et tu sens déjà qu'il a un problème psychologique, ce gars a une envie de prouver, mais il fonce droit vers l'échec. Parce qu'il ne va pas suivre les étapes comme cela se doit. Il veut de l'argent, il veut prouver, il ne veut pas comprendre la chose, il ne veut pas, ce n'est pas une passion, ce n'est pas un objectif en tant que tel. C'est juste une frustration qu'il essaye de combler. Il ne va jamais faire les choses comme cela se doit et il va monumentalement échouer. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas d'enfant. Quand on parle d'enfant, on pense en premier sur le plan financier. La plus grande responsabilité d'un parent, c'est de pouvoir donner de l'amour à son enfant ou à ses enfants. On ne nous a pas appris à donner de l'amour, à être aimé. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous aimer et d'apprendre à nos enfants à s'aimer. Je suis d'accord. Par exemple, en Afrique ici, on n'a pas l'habitude de voir nos parents nous dire « je t'aime », fais attention à toi, oui, ils disent ça, mais pas d'une manière explicite en fait. Ils nous disent qu'ils nous aiment, mais pas comme on voit ça pas comme dans les films en fait. Peut-être c'est parce qu'on voit ça dans les films aussi qu'on se dise qu'ils ne le font pas. Sinon, ils ont quand même leur manière de... On parle tous quand même, on sait qu'il y a d'autres qui ne montrent pas, mais il y a d'autres qui ont leur manière en nous offrant peut-être des cadeaux et des trucs. Je disais qu'on n'a pas appris. En Afrique, on ne nous a pas appris à nous aimer convenablement, à avoir confiance en nous et tout. Et je disais tout à l'heure que la plus grande responsabilité d'un parent, c'est de pouvoir donner de l'amour à son ou à ses enfants. Donner de l'amour au point quand l'enfant se sent en insécurité quelque part, l'enfant peut se dire, moi, mes parents ne peuvent pas me traiter comme ça. Que l'enfant ne trouve pas un échappatoire à l'extérieur que dans son cocon familial. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de tendance. Ce qui voudra dire que le parent a l'obligation de donner 2 fois plus ou 3 fois plus d'amour à son enfant pour pouvoir avoir un tout petit peu de contrôle sur l'enfant pour l'orienter, le guider afin qu'il ait un avenir meilleur. Maintenant, le suicide, peu importe ce que vous traversez, si vous êtes en dépression, vous souffrez du manque d'amour, ou vous avez trop de responsabilités au boulot, on n'en parle pas souvent, mais la charge mentale, l'épuisement mental et professionnel, fait que certains apprenants, certains entrepreneurs ou certains salariés se suicident. Vous êtes dans un boulot, dans un taf, et c'est à vous qu'on confie presque. Vous êtes comptable, secrétaire, gestionnaire financier et tout, alors que vous êtes venu là pour le poste de chargé clientèle, par exemple. Et on vous confie tout ça. Moins encore, on ne vous apprécie jamais. Vous êtes la personne sur laquelle tout le monde jette son dévolu. Vous êtes la personne qu'on critique, pas des critiques constructives, qu'on critique, qu'on humilie, et vous vous dites... À la maison, ça ne va pas. Au dehors, ça ne va pas. Même au travail, personne ne m'aime. Mieux je pars. Ça fait partie des causes du suicide. Le suicide n'est pas une fatalité. Et les personnes qui se suicident, ils n'ont pas trouvé d'autres issues. Ils ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas des lâches. Et peu importe qui vous êtes, si vous ne pouvez pas écouter quelqu'un, n'essayez pas d'en rajouter à ses peines. Si vous ne pouvez pas écouter quelqu'un, n'essayez pas d'en rajouter à ses peines. Vous pouvez écouter quelqu'un pendant 5 minutes, la personne va se sentir tellement écoutée, apaisée, et vous pouvez l'empêcher de se suicider. Et vous pouvez écouter quelqu'un pendant 1 minute, la personne va sentir que lui, il est venu aggraver la situation. Pas donner trop de conseils, par exemple, de donner son avis sur un truc qu'on ne maîtrise pas. Au lieu de parler, juste dire, t'inquiète, ça ira, c'est déjà quand même quelque chose ou bien. Au fait, la personne qui souffre à l'intérieur, la personne n'a pas besoin de conseils à premier. Il a juste besoin d'être écouté, de se libérer dans un premier temps, de se sentir que ce qu'il est en train de dire, la personne, l'interlocuteur, celui en face, voit son importance. Vous voyez, la personne a besoin de ça d'abord. Vous savez, parfois, nous avons des amis et quand ils vivent une certaine situation, on est pressé de prendre la situation pour nous et tout. Et
parfois la personne commence par pleurer. Toutes ces pleurs-là, parfois c'est parce que la personne se dit, encore ici on ne me coupe pas. Je ne peux pas pleurer. Je vous jure, c'est ça en fait. Ok, on va vraiment passer là, on évolue. Et selon vous, Monsieur Bonheur, quelles sont les approches de solutions que nous pouvons mettre en place pour ce phénomène? Déjà, pour essayer un tant soit peu de réduire le taux de dépression, il faut cibler chaque milieu. Déjà, ça commence par la famille. Il faut apprendre aux parents à beaucoup plus donner de l'amour aux enfants, les écouter, comprendre les émotions des enfants et les apprendre à gérer leurs propres émotions. Parce que le parent est un peu le tout de l'enfant, le psychologue, le psychiatre, le médecin, le psychanalyste, tout de l'enfant en réalité. Donc, nos parents doivent laisser, en tant que parents, laisser tout ce qui fait responsabilité, jouer le chef. Ils ne sont pas le chef, mais ils sont tout ça en réalité. Ils doivent apprendre aux enfants à s'aimer, donner de l'amour aux enfants et les apprendre à gérer leurs émotions. Autre chose, parce que lorsqu'on quitte la famille, on rentre dans la vie sociale. Lorsque vous avez un ami qui est triste, un ami qui se porte mal ou qui fait des choses qu'on ne doit pas faire, s'il vous plaît, ne jugez pas cette personne, écoutez cette personne. Vous avez une copine, vous êtes une fille par exemple, vous avez une copine qui aime trop son homme et qui est attachée, ne dites pas qu'elle est bête. Essayez de l'écouter, de savoir qu'est-ce que cet homme-là représente réellement dans sa vie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle manque d'amour, même venant de vous, en tant que sa copine, qu'elle s'attache autant à son homme, malgré la relation toxique? Essayez quand même de lui apporter une épaule. Écoutez les gens autour de vous, au lieu de tout le temps essayer de vous exposer. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter. Que ce soit maintenant dans le monde professionnel, que ceux qui sont leaders ou managers dans les entreprises apprennent à savoir qu'il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect psychologique de l'entreprise. Il faut que chaque employé puisse être écouté, qu'on ait sous franchement un angle concret et vrai pour que le travail ne devienne pas une source de dépression pour eux. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur les trois côtés. On va laisser l'experte mettre tout ça dans un pot global pour la fin. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cette discussion, la dépression, c'est l'ensemble d'un nombre incalculable de blessures intérieures. Pour guérir ou les solutions qu'on peut apporter, il faut déjà que vous identifiez ou vous acceptez que vous n'allez pas bien. Conscientisez le fait que vous n'allez pas bien. Si vous ne conscientisez pas le fait que vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas demander de l'aide. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si par exemple, en allant en Cotonou, je me perds, je vais demander de l'aide. S'il vous plaît, Cotonou, c'est où? Mais si je ne sais pas là où je vais, je ne peux pas demander de l'aide. Il faut d'abord que vous acceptez que vous n'allez pas bien. Vous êtes là, vous avez des insomnies, vous avez la faim émotionnelle, vous avez une tristesse persistante, vous n'arrivez plus du tout à être concentré, vous n'arrivez plus à vous aimer, vous n'arrivez plus à vous regarder dans le miroir, vous avez honte de vous, vous perdez confiance en vous, vous n'avez plus d'estime de vous. Tout ce ramassé peut bien être la dépression, quand ça perdure au-delà de 14 jours. Quand vous constatez ces symptômes, il faudrait que vous acceptiez que vous n'allez pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en premier lieu, soyez d'abord votre propre médecin. C'est-à-dire que asseyez-vous avec vous-même. Identifiez ces choses qui ne vont pas actuellement dans votre vie. Prenez un bloc-notes, plus un bic. Identifiez, écrivez les choses qui ne vont pas bien dans ma vie. Voici les choses que j'ai réalisées dans ma vie. Voici les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Si vous faites ça et que ça ne va pas, allez vers un spécialiste immédiatement. Autre chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les moyens d'aller vers un spécialiste, apprenez à vous pardonner et à pardonner les autres. Si quelqu'un vous a manqué de respect, en fait, ce n'est pas de la faute de la personne. C'est vous qui avez permis que la personne vous manque de respect.
Demandez-vous pourquoi cette dernière n'a pas traité X ou Y de cette manière et c'est moi qui l'a traité de cette manière. Troisième chose, apprenez à dire non. Non, N-O-N, non. C'est simple. Ça vous évite de l'angoisse, de l'anxiété, là où il ne faut pas. Ça vous évite d'être stressé dans le vide. Apprenez à avoir des principes et des limites. C'est-à-dire quoi? Je suis dans un boulot, j'occupe un poste et je connais mes responsabilités. Je sais que je peux aller à tel niveau. Mais mon manager ne respecte pas mon travail. Mon manager ne fait que m'insulter. Mon manager essaye de créer la zizanie entre moi et mes collègues. Là, peut-être c'est ma limite. Je ne peux pas tolérer plus que ça. J'essaie d'avoir une discussion très respectueusement avec lui. Si ça ne marche pas, je peux dire ce lieu-là ne me convient plus. Je veux partir. Pourquoi? Pour mon bien-être. Ma santé mentale n'a pas de prix. Quatrième chose, il faut guérir de vos blessures. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez adulte, maman aujourd'hui, célibataire, veuve, mariée, guérissez de vos blessures intérieures. Et je vais profiter pour vous dire, une maman ou un parent qui n'a pas coupé le cordon ombilical de ses blessures, transmet ses blessures à son enfant. Parfois, vous voulez tellement du bien de vos enfants et à cause des traumatismes que vous avez vécus dans l'enfance, vous devenez leur pire cauchemar et un handicap ou un frein à leur épanouissement et à la réalisation de leurs rêves. Parce que vous avez trop peur d'eux, vous voulez trop les protéger. Chers parents, ou qui vous êtes, guérissez de vos blessures afin de ne pas tomber dans la dépression. Quand les émotions sont trop fortes, vous allez vers la dépression. Sixième chose que je vais dire pour finir, il faut que vous connaissiez votre identité et votre personnalité. Une personne qui ne se connaît pas, c'est une personne qui se perd dans la vie. Et peu importe qui vous êtes, la dépression peut frapper à votre porte. Ça ne connaît pas d'âge, ni de classe, ni de distinction de classe sociale. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'À cœur ouvert. Nous espérons que cette discussion vous a touché, chamboulé, parce que le but, c'est aussi de réfléchir ensemble, trouver des solutions ensemble. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une discussion encore plus vraie, plus authentique. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. À bientôt. Ciao.